Vous savez que l'homéopathie ne sera plus remboursée à partir de 2021. C'est la ministre de la Santé qui l'a annoncé. Vous vous soignez à l'homéopathie? Pas aussi, parfois. Moi, j'y crois. Je crois que... Ah, vous dites aussi... moi j'y crois. Ça veut dire que oui, il y a une part non scientifique dans ce que je prétends pas être un scientifique. Ce que je sais, c'est que sur ces questions si particulières, chacun doit pouvoir non seulement être libre, et la question psychologique... Mais être remboursé aussi? Oui, je vais vous dire pourquoi. Moi, je suis sur la position de Xavier Bertrand sur ce sujet et de tant d'autres de nos concitoyens. Je récuse la vision de nos gouvernants et entre autres de ceux qui sont aux responsabilités aujourd'hui, qui, par lâcheté successive sur les grandes questions centrales de santé, mènent une politique ou du rabot ou de l'esquive, en nous disant il n'y a plus d'argent, il faut bien aller en trouver quelque part. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'il faut revoir totalement notre système de santé. Et quel est l'enjeu clé ? Qu'est-ce qui coûte le plus cher selon la Cour des comptes sur la question de la santé? C'est l'homéopathie? Non. C'est la désertification médicale qui touche nos territoires et la France des provinces. 3 milliards d'euros de coûts estimés par la Cour des comptes. Guillaume Pelletier, qu'est-ce que vous pensez d'une autre décision qui a été rendue publique hier, à savoir la création d'une taxe sur les billets d'avion? Alors pour les avions partant de France, entre 1,5 et 18 euros, c'est pas beaucoup, mais enfin ça fera de l'argent et tout ça au nom de l'écologie. C'était une des demandes du grand débat, taxer un peu le kérosène. Ça fait tellement longtemps que ça dure dans notre pays, des siècles, dit-on. Pas pour les avions. Non, pas pour les avions, mais enfin vous allez voir le fond de mon raisonnement. On y plante des impôts, on y récolte des fonctionnaires, ou l'inverse. Et ça fait des siècles que ça dure. C'est tout le mal français que de croire que chaque problème se règle à coup de taxes, premièrement. Et sur la question spécifique de l'écologie, je mets en garde, avec une certaine gravité, nos gouvernants, là encore, qui mentent à nos compatriotes, en faisant toujours payer sur les citoyens, sur les consommateurs, l'immense défi du développement durable et de la transition écologique. Là, ça vient des Gilets jaunes, c'était vraiment une demande spécifique du mouvement. Qu'est-ce que demandaient à juste titre les Gilets jaunes? Qu'est-ce que demandent à juste titre nos compatriotes? Ils demandent une écologie punitive sur les citoyens, ou ils demandent à ce que les multinationales et les États qui ne respectent rien des accords de Paris et de Kyoto soient sanctionnés. Moi, je souhaite qu'on mette toutes les personnes concernées, les vrais pollueurs, autour de la table, qu'on trace une grille de lecture sur les prochains mois, les prochaines années, pour que chacun fasse des efforts. Et qu'ensuite, on puisse sanctionner, c'est une proposition beaucoup plus forte que je fais ce matin, à travers la création d'un tribunal climatique international, les vrais pollueurs de notre planète. Ça n'est pas l'ouvrier de Sologne, ça n'est pas le fonctionnaire de Tourcoing. La France doit prendre la tête d'un grand combat sur l'écologie, mais sur une écologie vertueuse et positive pour les citoyens, et punitive à l'endroit de ceux qui sont incapables de respecter les critères. Je le répète, la décision que vous évoquez donne encore l'impression, même si je suis, à titre personnel, pas profondément hostile, parce que je considère que les compagnies aériennes, elles aussi, doivent contribuer à l'effort. Mais je ne suis pas naïf. Je sais que cette taxe annoncée va peser sur qui? Sur ceux qui prennent l'avion. Sur ceux qui prennent l'avion. Sur des citoyens, sur des gens parfois qui n'ont pas le choix. Le gouvernement dit on réinvestira dans le ferroviaire. Oui, il nous dit. Alors ça, c'est aussi un vrai réflexe français. On taxe et on nous promet d'investir la somme récoltée dans des pratiques vertueuses. Hélas, ça s'infirme de manière très régulière. Donc, je le dis, sur la question de l'écologie, qui est une question centrale, et il y a tant d'autres choses à dire sur l'écologie vertueuse des circuits de proximité, des usines de méthanisation dans nos territoires, il y a plein de choses à faire. Mais la première des priorités sur cette question-là, c'est de dire, nous allons pénaliser les multinationales qui, elles, ne respectent rien des accords internationaux. Vous êtes vice-président du parti, Les Républicains. Est-ce que, vous allez être candidat à la présidence? Je suis là encore. Vous savez, on m'a beaucoup reproché, c'est plutôt mon caractère, d'être impatient. Donc j'ai décidé, au lendemain de la déroute des élections européennes, de prendre le temps. Je poursuis tout au long de la journée et puis dans les heures qui viennent mes consultations pour prendre une décision. La décision la plus... Vous la prendrez quand? Dans les heures qui viennent, d'ici demain, pour simplement trouver la meilleure alchimie pour notre formation politique. Nous avons tout à la fois besoin d'unité, parce que tout ce qui se fonde ou se refonde dans la discorde est une erreur, et en même temps on a besoin d'une immense révolution,
une révolution des idées. Vous connaissez mes convictions sur la laïcité, sur la valeur travail, sur la récompense, sur la hausse générale des salaires, sur l'idée d'unité nationale et d'égalité des territoires. Et donc, comment se trouver cette meilleure articulation? Tout destin d'un vice-président, c'est de devenir président? Non, pas forcément. Le destin d'un homme politique qui aime son pays, c'est d'essayer, de le servir au quotidien pour le faire renouer avec la grandeur, et nous en sommes loin. Et quand on est à la tête d'un parti politique, c'est ça mon combat. C'est comment, à l'horizon 2022, et je veux y participer humblement, patiemment, mais avec détermination, comment nous allons mettre et remettre la droite en situation de permettre aux Français d'échapper à ce duel mortifère entre Emmanuel Macron et Mme Le Pen. Vous savez, le grand combat qu'on a à mener, 75% des Français ne veulent ni de M. Macron, ni de Mme Le Pen. Ils sont orphelins d'une troisième voie politique. Le grand défi qui est devant nous, c'est qu'est-ce que la droite a à leur proposer pour incarner cette alternative sérieuse. Ce qui vous distingue sur le fond, si vous étiez candidat, des autres candidats actuellement déclarés, Christian Jacob, Julien Aubert et Guillaume Larrivé? Ce qui est mon originalité, ce sont deux choses. C'est d'abord une vision des idées plutôt différente, en tout cas c'est ma part d'originalité. Je plaide, moi, pour dire que la droite française doit associer à nouveau en réponse, la double désespérance française de la dépossession identitaire et culturelle. Il y a un danger imminent d'islam politique et de communautarisme, mais d'associer ce danger à un autre qui est celui du déclassement social, de la crainte pour les classes moyennes, les milieux de cordée, la France du milieu, à qui on ne parle jamais, qui mérite par exemple une hausse générale des salaires, qui attend enfin une récompense. Toujours la hausse du SMIC de 10 à 20%, ça vous Je propose toujours plus que jamais. J'ai jamais dit que le SMIC, de la hausse générale des salaires. Moi, je pense que la France est en train de s'asphyxier parce qu'il n'y a plus d'écart entre les revenus d'assistance et les revenus du travail. Et donc tout le monde est pénalisé. Celui qui ne travaille pas, qui n'a pas tellement envie de faire l'effort d'aller travailler, et celui qui travaille, qui n'en peut plus de voir son voisin gagner au moins autant, alors que lui fait l'effort de se lever le matin. Stéphane Vernet. Puisque c'est une question d'heure, vous voulez pas avancer un petit peu, comme ça nous fera un scoop ce matin. En fait, vous avez un discours de candidat, vous serez candidat. Non, mais Mais si. j'essaye d'être le plus précis possible. D'ailleurs, si vous me permettez, je réponds à la deuxième partie. Là, vous avez attendu longtemps. J'ai parlé des... Oui, mais vous savez... Vous avez pris votre temps. Quand on a subi un tel échec, et plusieurs, 2 défaites présidentielles perdues, 2 législatives... Dont vous vous sentez comptable ou pas? Moi, en tout cas, je ne suis pas de ceux qui accusent tel ou tel. C'est une défaite collective. C'est une défaite, à mon sens, qui n'est pas liée aux personnalités, qui est liée à notre ligne idéologique. Je propose, moi, une droite à la fois forte sur les questions régaliennes et juste sur les questions économiques et sociales. Et deuxièmement, j'ai une ligne stratégique assez différente, puisque, à l'inverse de quelques-uns sensibles à Emmanuel Macron, à l'inverse de quelques autres touchés par la proposition d'union des droites, moi je récuse à égalité ces 2 stratégies et je propose l'alliance des républicains des 2 rives. Je veux que la droite de demain soit capable de parler tout à la fois à ceux qui ont cru en Nicolas Sarkozy en 2007, en Philippe Séguin, en Jean-Pierre Chevènement, en Arnaud Montebourg sur la question de la démondialisation. On peut recréer une grande droite populaire. Très rapidement, Christian Estrosi est tenté de quitter les Républicains. Vous lui dites quoi, puisque hier la Commission nationale d'investiture n'a pas voulu statuer sur le cas de Nice? Moi, j'ai beaucoup d'estime pour Christian Estrosi. Je souhaite qu'il reste dans notre famille politique. On a besoin de tout le monde. On a besoin de ceux qui, avec ténacité, sont restés. On a besoin de faire revenir ceux qui sont là. Et j'espère que Christian Estrosi et Éric Ciotti pourront se mettre d'accord parce qu'on a besoin de tout le monde.